Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de BlackRock, ce véritable géant de la finance mondiale. On s'appuie sur des extraits d'un rapport d'enquête assez poussé qui analyse sa taille démesurée, son influence politique et puis ses liens avec le pouvoir. Notre but, essayer de décrypter comment une telle concentration de capital, ça redéfinit les équilibres mondiaux. Alors, on y va. Commençons par un événement assez parlant. Ce retrait massif, 52 milliards de dollars, par un client asiatique au T2 2025. Ça paraît colossal, non ? Oui, à première vue ça l'est, mais bon, il faut relativiser. Ramener aux 12 500 milliards de dollars d'actifs que gère BlackRock, Oui. ces 52 milliards, c'est à peine 0,4%. C'est très peu. D'ailleurs, sur le même trimestre, BlackRock a enregistré 68 milliards d'entrées nettes. Donc, Ah oui, donc l'impact est minime en fait. exactement. Ce qui est fascinant ici, c'est cette idée que BlackRock est, presque trop grand pour sa compte. Too big to matter, comme on dit. Sa taille monumentale, ça agit comme une sorte de bouclier, quoi. Ça absorbe des chocs qui déstabiliseraient des pays entiers. C'est sidérant cette quasi-invulnérabilité. Et on a une idée de qui était ce client ? Des spéculations peut-être ? Les analystes parlent d'une possible banque centrale asiatique. Si c'est le cas, ce retrait d'obligations américaines, ça pourrait être un signal géopolitique discret. Un signal, c'est-à-dire ? Une manière, peut-être, de réduire l'exposition aux risques liés à la dette américaine, surtout dans le contexte actuel de tensions mondiales. Une stratégie de diversification, quoi. D'accord, donc une influence sur les marchés, mais pas seulement. Ça nous amène là à Davos et au pouvoir plus institutionnel. En août 2025, Larry Fink, le PDG de BlackRock, est nommé coprésident par intérim du Forum économique mondial. Et ça arrive juste après le départ de Klaus Schwab, qui était sous enquête, et de Peter Brabeck-Letmathe, l'ancien de Nestlé, lié au scandale des eaux contaminées. Ce timing rend la chose encore plus significative, non ? Ah oui, tout à fait. Cette nomination, c'est d'une plateforme de légitimité mondiale incroyable pour Fink. Ça lui permet un peu de planer au-dessus des critiques. Les critiques des deux bords, d'ailleurs. Exactement. D'un côté, la droite américaine qui l'accuse de politique woke, et de l'autre, certains à gauche qui trouvent son action climatique insuffisante. Et c'est aussi un message fort de Davos qui reconnaît que le pouvoir réel, celui qui alloue les milliers de milliards, il s'est déplacé vers cette haute finance. Et cette influence, elle ne se joue pas qu'à Davos. Elle est très très ancrée à Washington aussi, n'est-ce pas ? La fameuse porte-tambour. Absolument. La porte-tambour ou revolving door, c'est cette circulation constante de personnes entre BlackRock et des postes clés du gouvernement américain. On a des exemples concrets. Oh oui, des dizaines. Des noms comme Brian Deese, qui était au Conseil économique national de la Maison-Blanche, Michael Pyle, au bureau de la vice-présidente Kamala Harris, ou encore Wally Adeyemo au Trésor. Tous ont des liens passés ou présents avec BlackRock. Donc on n'est plus dans le lobbying classique, là. Non, c'est plus profond. C'est structurel. Les intérêts de BlackRock sont intrinsèquement liés aux décisions politiques. Ça se voit par exemple dans leur capacité à éviter une régulation plus stricte. Comme la désignation SIFI. Précisément. La désignation comme établissement financier d'importance systémique, ça implique une surveillance beaucoup plus lourde qu'ils ont réussi à éviter. Et on voit aussi leur pragmatisme. Très récemment, ils se sont retirés de l'alliance climatique Net Zero, probablement pour calmer les critiques républicaines. Une adaptation constante, quoi. Bon, alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, on a une entité, BlackRock, avec une taille quasi souveraine, qui lui sert de matelas financier. C'est ça. Un réseau diplomatique au plus haut niveau, via Davos notamment, et une influence politique qui semble systémique grâce à ses liens très forts avec l'État américain. Oui, c'est une bonne synthèse. Cette concentration de pouvoir financier, qui est très liée aux États-Unis, elle façonne l'environnement économique mondial. Alors, le mot contrôle est peut-être trop fort, mais l'influence... L'influence est immense. Elle est si profonde, si structurelle qu'on n'en est pas loin. Et ça soulève une question fondamentale, je trouve. Quand le capital privé le plus puissant et la fonction publique deviennent si poreux, si imbriqués, qu'est-ce qui reste de la responsabilité démocratique et même de la souveraineté nationale? C'est une excellente question. Et peut-être une dernière pour la route, pour ouvrir la réflexion. Si une firme financière peut atteindre ce niveau d'influence, presque des attributs d'un État, quelles pourraient être les prochaines étapes? Où se situe la limite, s'il y en a une, entre ce pouvoir économique privé et la gouvernance publique mondiale?